Voilà, alors bienvenue à tous. Je m'appelle Ron, je suis consultant en cybersécurité chez MGK, qui est le distributeur exclusif des produits S7 pour Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu d'un sujet qui, euh, qui a beaucoup à voir avec la cyber-résilience en Europe. C'est le sujet du NIS 2, hein, donc la directive de la Commission européenne qui s'appelle le Network and Information Security Directive, et qui concerne des sociétés de taille importante, mais aussi les PME. Donc ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, je voudrais aussi vous parler de comment les solutions E7 particulièrement peuvent aider à se mettre en conformité avec cette directive. Voilà. Alors, tout d'abord, quelques mots sur E7, hein, parce qu'on n'est pas toujours assez connu, surtout en Belgique. Donc, E7 est tout d'abord un vendor, un fournisseur de solutions cybersécurité européen. Ça, c'est très important à souligner, surtout dans le cadre géopolitique actuel, et tous les efforts qu'ils ont faits pour la souveraineté de l'Europe. Ben, et tout le data, tout le développement, tous les employés, toutes les solutions sont européennes. Donc ça, c'est déjà à la base un élément différenciateur très important. Deuxièmement, ben, on est aussi le plus grand éditeur de solutions cybersécurité en Europe, hein. Donc en taille de chiffre d'affaires, on est le premier. Euh, la société est toujours détenue par les fondateurs, les quatre fondateurs, les quatre ingénieurs et leurs familles qui ont fondé en 96 et 7. Et le fait qu'il n'y a pas de private equity, etc., dedans, fait qu'on a un roadmap très stable, une vision très claire sur la technologie. Hein. Donc, depuis le début, le research and development a été très important chez E7. Euh, et aussi dans le déploiement aujourd'hui dans des solutions modernes comme le Managed Detection Response, par exemple, hein, dont on va parler aussi. Voilà, aujourd'hui, 400 000 clients B2B dans le monde, 1 milliard de devices protégés, donc, et toutes ces solutions, toutes ces devices envoient des données dans 13 centres de recherche et développement dans le monde, on les voit ici. Et là, toutes ces données sur les menaces, de façon anonyme bien sûr, sont compilées. On y ajoute l'intelligence artificielle, on y ajoute d'autres bases de données comme le OSINT, et puis les analystes, hein, 2500 employés de E7, des cyber-experts, vont créer ce qu'on appelle le threat intelligence, l'intelligence sur les menaces. Et ça, je dirais, c'est le deuxième différenciateur important de E7. C'est la très haute qualité du threat intelligence, donc la connaissance de ces menaces, qui infuse d'ailleurs tous les produits de E7 et qui est même vendu à part, hein. Donc on a des clients comme des grandes organisations qui utilisent les feeds, les feeds de Threat Intelligence de E7. Si vous voulez en savoir plus sur ces aspects-là, je vous conseille de consulter le blog welivesecurity.com, hein, qui est disponible aussi en français, où là, les cyber-experts de E7 publient de façon quotidienne sur les dernières menaces. Voilà, donc ça c'était un peu brosser large l'aperçu de E7. Si on regarde maintenant dans la télémétrie et surtout en ce qui concerne la Belgique, on constate certaines choses, hein. Donc déjà une forte augmentation, 58% dans les ransomware, ça reste quand même un grand hit chez les hackers, hein. Donc les ransomware. Euh,
Ça continue à monter, ça continue à être automatisé via l'AI, via l'intelligence artificielle. Donc, c'est devenu même toute une industrie. Il en va aussi de même pour les fraudes en ligne. Donc, tout ce qui est info-stealers, crypto-stealers qui installent des malwares, qui vont essayer d'extraire des données personnelles ou des données bancaires ou des données de crypto-wallet. Et donc là, on voit aussi une forte augmentation depuis l'année passée, donc ça a quasiment doublé. Les attaques DDoS, donc Denial of Service, c'est-à-dire des machines infectées, des bots, vont tous se connecter en même temps sur un serveur pour le mettre à plat. Hein, on appelle ça le Denial of Service. Alors on voit en moyenne en Belgique quand même 10 grosses attaques, donc plus de 1 terabyte par seconde euh, par mois. Alors en forte croissance aussi, c'est l'espionnage industriel ou étatique, donc où des acteurs, pour ne pas nommer Corée du Nord, Iran, Russie, vont essayer de s'infiltrer dans des systèmes, rester inaperçus. Hein, donc on appelle ça les Advanced Persistent Threats, vont rester inaperçus, peut-être pendant des années même, et essayer d'extraire des données sensibles. Et dernièrement, ce qu'on voit aussi dans la télémétrie, c'est que il y a des nouvelles technologies qui se présentent, élargissent aussi la surface d'attaque. Par exemple, AI, l'intelligence artificielle, l'utilisation de ChatGPT dans dans des sociétés fait que ça crée une nouvelle porte d'entrée pour les attaques. Et bien sûr, l'IA même, hein, comme on l'a dit déjà avec le ransomware, est utilisé pour créer des campagnes de phishing automatisées, des choses comme ça. Alors, si on résume, pourquoi on est dans ce contexte-là où les menaces qu'on ne cesse pas d'augmenter, alors, il y a certaines raisons pour ça. Déjà, à la base, dans les pays européens, il n'y avait pas beaucoup de consensus sur comment contrer ces attaques. Il y avait des modèles différents par pays. Hein. C'est encore un peu le cas, mais maintenant, avec des régulations comme NIS 2, c'est en train de changer, heureusement, je dirais. Mais il y a quand même, ça reste, il reste quand même beaucoup de disparités et un manque d'échange d'informations aussi, je dirais. Deuxièmement, il y a la nature même de l'Internet qui est ouvert et anonyme. C'est le but, hein, c'est ce qu'on veut. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'autorité qui peut contrôler vraiment le cyberespace. Et puis on voit aussi dans les applications qui sont mises sur Internet, il manque souvent l'idée du security by design, de la sécurité dès la conception. Ça aussi, c'est des choses qui sont en train de changer, avec des nouvelles directives comme le CRA par exemple. Et puis, malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que certaines organisations ne mettent pas simplement en place les mesures de sécurité de base. Hein, donc, par exemple, l'accès multifacteur, où on a un deuxième facteur, téléphone ou une clé pour rentrer dans un système. Dans 57%, on voit que c'est pas mis en place parce qu'il y a des exceptions, parce que le management ne veut pas, etc. Bon, dans les hôpitaux, voilà, c'est compliqué. Dans ce contexte-là, il y a des autorités, il y a des organismes qui ont créé et qui sont en train de faire évoluer des mesures, des directives, des régulations. On connaît bien sûr aux États-Unis le NIST, hein, donc ça c'est leur framework. On connaît bien sûr aussi le ISO, le 27001, qui concerne la cyber-résilience. En Europe, on a traduit ça dans le NIS 2, dont on va parler aujourd'hui, et aussi des régulations, oui, des régulations comme DORA, hein, Digital Operational Resilience Act. Alors DORA, c'est pour le secteur financier,
NIS 2, c'est pour des secteurs cruciaux dans l'économie d'un pays. On va plonger là-dedans, mais déjà, ça, c'est une grande distinction entre les deux. Alors, NIS 2, aujourd'hui déjà depuis 1 an, applicable, mis dans la loi belge. Au Luxembourg, ça commence que maintenant, ça commence récemment. Déjà, c'est pour qui? Donc, on a dit pour les secteurs cruciaux d'une économie. Vous voyez ici, hein, donc, ce qu'on appelle les secteurs essentiels. Donc là-dedans, on a des secteurs comme la santé, le transport, l'énergie. On voit aussi dans l'encadré tout ce qui est assurance, secteur financier, mais comme je disais, ça tombe plutôt sous DORA. Si on veut comparer les deux très rapidement, ben, le DORA, c'est plus des mesures techniques aussi, et avec une profondeur qui va très loin dans toute la chaîne d'approvisionnement, donc tout le monde qui travaille pour les banques. Le NIS 2, c'est plus large, hein, c'est différents secteurs, les essentiels qu'on voit ici, et aussi, depuis NIS 2, parce que ça c'était plus NIS 1, depuis NIS 2, tous les secteurs importants qui sont ajoutés, donc gestion des déchets par exemple, l'industrie chimique ou l'industrie informatique aussi. Donc voilà, en Belgique, si on résume ça, il y a plus ou moins 3500 sociétés qui tombent là-dedans, ou qui tombent sous le label important ou essentiel. Maintenant, si on regarde plus loin et qu'on prend en compte cette chaîne d'approvisionnement, parce que le NIS 2 est très clair, si vous travaillez en tant que PME, par exemple, pour une entité importante ou essentielle, vous devez aussi adhérer au NIS 2. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, hein, mais où le CCB, le Centre de cybersécurité belge, euh, dont on a de la chance qu'il existe, hein, parce qu'ils ont fait du très bon boulot pour traduire justement la directive dans des mesures pratiques. C'est ce qu'on va voir, mais euh, en tout cas, retenez que voilà, si on est fournisseur d'une société dans une des catégories qu'on voit ici, on est aussi censé appliquer le NIS 2. Alors, le timeline, donc comme je disais, c'est depuis 1 an déjà en vigueur au niveau légal en Belgique. Hein, donc c'est inscrit dans la loi, une directive doit être transposée dans la loi, une régulation non. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que depuis 1 an, les sociétés qu'on a vues, importantes, essentielles, doivent être enregistrées au CCB. Deuxièmement, s'il y a un incident, on doit la rapporter. Donc, ça, c'est un élément crucial dans le NIS 2, c'est que dès qu'on constate un incident, il faut faire un rapport dans les 24 heures au CCB, un rapport initial, hein, donc, et après 72 heures, il faut faire un rapport plus étendu. Ça, c'est déjà en cours. Alors, pour les sociétés dites importantes, la date butoir de l'application, parce que eux, ils doivent implémenter déjà beaucoup plus de contrôle que le niveau basique. Donc, basique, on pourrait dire, c'est le niveau où les PME doivent au minimum adhérer s'ils travaillent pour des sociétés essentielles ou importantes. Donc, le basique est déjà en vigueur. Pour les sociétés importantes, là, c'est le 18 avril 2026. Pour les sociétés essentielles, qui ont encore beaucoup plus de contrôle à suivre, c'est le 18 avril 2027. Alors, vous voyez ici, très intéressant, et je pense qu'on est unique en Europe avec ça, en Belgique, c'est les certifications. Donc, le CCB a décidé, OK, on va euh, certifier des organismes extérieurs qui vont pouvoir certifier ensuite les sociétés essentielles, importantes, basiques.
et on va donner un label. Et donc, ça, c'est quelque chose qui aide grandement, évidemment, dans l'implémentation du NIS2. Hein, si on compare au GDPR, où il y avait 60 contrôleurs pour tout le pays, ici, c'est beaucoup plus efficace parce qu'il y a des organismes mandatés qui peuvent et faire des audits et certifier des sociétés. Donc ça, c'est important. En bas, vous voyez aussi le ISO 27001 qu'on pourrait comparer au niveau basic, parce que beaucoup des éléments qui sont dans le ISO 27001 correspondent à l'implémentation du NIS2. Voilà. Donc ça donne un aperçu de où on en est. Qu'est-ce que contient vraiment ce texte du NIS2 et quelles sont les mesures à prendre? Bah, si on les regarde, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait sur la gouvernance, les politiques internes et en particulier la compréhension et la mitigation du risque. Hein, donc, ce qu'on appelle GRC, Governance, Risk and Compliance dans les sociétés. Donc, c'est beaucoup moins des mesures techniques dans NIS2 par rapport à la cybersécurité, mais beaucoup plus, mais il y a l'emphase beaucoup plus sur, OK, quand il y a un incident, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a en place une idée ou un plan de business, de continuité de notre business? Est-ce qu'on a fait notre analyse de risque au départ? Est-ce que on a des workflows? Est-ce qu'on a en place des politiques de comment réagir à certaines choses? Est-ce qu'on connaît, ça c'est intéressant aussi, est-ce qu'on a une politique sur nos vulnérabilités, de comment divulguer et découvrir les vulnérabilités de notre système informatique? Donc, les deux seules mesures techniques qui sont mentionnées littéralement dans le texte du NIS2 sont le chiffrement ou l'encryption et l'accès multifacteur. Tout le reste, ça concerne plus les politiques, l'analyse du risque et par la suite la gouvernance aussi. Alors, CCB, comme on a déjà dit, a traduit ce texte vers des mesures pratiques, vers des contrôles. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme un checklist. Hein. C'est pas, OK, ici, on voit, OK, il y a des mesures à prendre. Mais en fait, ça mène à réflexion. C'est surtout ça le but. Hein. Donc, on a les niveaux ici, essentiels, importants, basiques. Il y a un autre niveau qui s'appelle Small, mais lui, il est plutôt d'application sur des vraiment toutes petites structures, une personne, deux personnes, où là, il y a 25 questions qui sont posées. Et alors, quand on les lit, parce que tout ça est disponible gratuitement sur le site du CCB, quand on regarde ces questions-là, bah, on voit que c'est du common sense, que c'est du sens commun, que c'est quelque chose qui devait déjà être mis en place il y a longtemps par rapport à un niveau de base de sécurité. Même chose pour Basic. Alors ici, ce que le CCB a fait, c'est une combinaison de différentes sources. Donc ils ont pris bien sûr le texte du NIS2, et puis ils ont pris des éléments du NIST, ils ont pris des éléments de CIS, les contrôles CIS, etc. Et ils ont fait un framework. Et alors, vous voyez, dans important, essentiel, là, ça commence à augmenter dans le nombre de questions, et c'est pour ça qu'ils ont une durée plus longue pour implémenter. Ici, un des outils que le CCB met à disposition sur leur site, c'est un sorte d'outil de sélection. Donc, si on remplit les éléments, les questions, ben, on va savoir où est-ce qu'on tombe exactement dans le NIS2. Parce que dans le NIS2, il y a bien sûr le critère de quel type de société il s'agit, mais il y a aussi des critères de taille. Donc, il se peut très bien que on est important par la taille, mais essentiel par ce qu'on fait, ou vice-versa, etc. Donc, tout ça, avec ce genre d'outils, peut être résolu assez facilement.
Il y a un autre outil très intéressant, très développé, où quand on remplit les questions, on voit où on se trouve exactement dans le chemin de l'implémentation du NIS2. Donc tout ça, c'est très utile, très pratique. Hein, c'est l'approche du CCB, c'est d'être, de vraiment être là pour aider les sociétés à se conformer, à devenir résilientes. D'ailleurs, il y a d'autres pays en Europe qui sont en train d'implémenter ce framework du CCB, puisque bon, c'est d'une qualité claire. Quelques éléments à souligner encore sur le NIS2. Donc, il y a eu un shift dans la façon de concevoir la cyber-résilience, puisque maintenant, c'est le management, c'est la direction d'une société ou d'un organisme qui est directement responsable de la gestion des risques cyber. Ça, c'est un grand changement par rapport au passé, parce que avant, on pouvait dire, ouais, mais c'est le problème de l'IT, c'est pas notre problème, etc. Non, ça tient plus. S'il y a des incidents qui mènent à des actions en justice ou qui mènent à des pertes importantes, etc., ce sera la direction qui est tenue responsable personnellement. Deuxièmement, on a déjà parlé, hein, quand on a vu le timeline, il y a l'obligation de déclarer des incidents dans les 24 heures et puis 72 heures. Il y a un système d'audit qui a déjà été mis en place et qui sera exécuté donc par les organismes mandatés par le CCB. Et puis, bien sûr, il y a des sanctions, parce que sans sanctions, on peut difficilement parler d'une loi ou d'une directive si on ne peut pas l'enforcer. Alors, les sanctions peuvent être importantes, hein, c'est un peu comme le RGPD ou DORA, 2 à 4% du chiffre d'affaires global de la société, ou jusqu'à 10 millions d'euros. Bon, ça, c'est les cas extrêmes, hein, rares. Le CCB a bien dit que leur but, c'est pas de sanctionner, mais le but, c'est de créer ou de conscientiser et de créer cette résilience. Et puis, je l'ai déjà dit quelques fois, mais c'est le point qui nous concerne le plus, je dirais, aujourd'hui, hein, en tant que PME, en tant que ou en tant que partenaire des PME. Si on est dans une organisation qui donc fournit des services à une organisation qui relève du NIS2, vous devez aussi appliquer les mesures et au moins le niveau basic. Alors, maintenant, on va regarder comment les solutions E7 aident, hein, je dis bien aident, parce que c'est pas par une solution technique qu'on va être compliant, ça il faut oublier. On l'a bien vu, il y a beaucoup de analyse de risques, de politique à définir, de dire, OK, notre business continuity, comment est-ce qu'on va le gérer? Ça, c'est pas des mesures techniques, évidemment. Ça, c'est quelque chose, une réflexion que chaque société doit faire pour soi. Il n'y a pas vraiment de gabarit tout fait non plus, parce que chaque société est différente. C'est pour ça que je disais, c'est pas vraiment un checklist qu'on peut suivre de A à Z, parce que chaque situation est un peu différente, donc il vaut mieux se faire aider là-dedans, dans l'implémentation. Mais des solutions de cybersécurité peuvent évidemment aider en sous-jacent à se mettre en conformité. Alors, E7, vous le savez ou vous le savez pas, mais en tout cas, E7 qui a commencé par l'antivirus, le Note 32, il y a plus de 30 ans, est devenu un fournisseur de solutions de sécurité complète. Et où le focus est vraiment sur comment est-ce qu'on va aider les sociétés à se protéger, comment est-ce qu'on va donner un outillage assez flexible qui va permettre dans la situation exacte de la société de se rendre ou de devenir plus résilient contre les attaques.
Alors, il y a toute une série, parce que le endpoint, tout ce qu'on appelle le endpoint, c'est-à-dire le mobile, le desktop, le serveur, même le cloud, sont considérés des endpoints. Ça reste très important chez E7, hein. On est les spécialistes, on pourrait dire, du endpoint. Ça a commencé comme ça, et aujourd'hui, on a une très grande maîtrise là-dedans. Donc on protège, vous le voyez ici, hein, tous ces éléments-là, les serveurs mail, même aussi les environnements cloud comme Office 365 et Google Workspace, je reviendrai là-dessus. Et puis on livre aussi deux outils qui sont déjà, comme on a dit, inscrits dans le NIS 2, c'est le chiffrement et le deux facteurs, l'accès deux facteurs. À côté de ça, on a une nouvelle gamme qui est vraiment, je dirais, à l'ère du temps. C'est ce qu'on appelle le Endpoint Detection Response, donc la détection et réponse sur les endpoints. C'est l'outil qu'on appelle ESET Inspect, hein, le nom du produit c'est ESET Inspect, qui tourne sur notre plateforme Protect. Hein. La plateforme Protect, c'est un peu le noyau central où on va gérer en fait tous ces éléments, tous ces outils qui tournent autour. Alors le ESET Inspect, c'est un système de monitoring 24/7 qui va permettre de faire la chasse aux menaces proactive, hein, donc même avant que la menace arrive, et qui est vraiment adapté au type de menaces modernes, parce que ils peuvent prendre beaucoup de formes, ils peuvent attaquer à tout moment, donc il faut être là, vigilant à tout moment. Et ça, c'est le ESET Inspect. Avec ça, on a un service livré par les cyber-experts de ESET, qu'on appelle le Managed Detection Response, donc la détection et réponse gérée, où là, les experts de E7 vont donner des informations directement dans la console. Ok, on a des bundles, peut-être vous le savez aussi, mais donc il y a différents emballages, on pourrait dire, hein, packaging de tous ces outils dans des bundles. On a le Advanced, on a le Complete, on a le Elite. C'est à partir du Elite qu'il y a aussi le Endpoint Detection Response et comme service supplémentaire, le Managed Detection Response. Alors, je propose qu'on regarde, on passe vite en revue quelques éléments de ces bundles et qu'on essaye aussi déjà de les mettre en relation avec le NIS 2. Donc, j'avais déjà mentionné le E7 Protect, c'est la console centrale de gestion, hein, de toute la cybersécurité d'une PME, par exemple, ou d'une ville ou une commune. C'est un dashboard. E7 a fait beaucoup de travail sur l'ergonomie de ce dashboard à travers les années. Et c'est quelque chose de très très flexible. Donc, où on peut créer des automatisations. On peut créer ce qu'on appelle les folders dynamiques, où là, sur un parc informatique, ou peut-être sur différentes filiales d'une société, ou dans le cas d'un reseller qui gère plusieurs sociétés, puisque c'est un système multi-tenant, va pouvoir faire monter les problèmes. Hein, donc c'est un peu le règle 20-80 où on se focalise que là où il y a le problème et tout le reste, on n'a pas besoin de savoir. La plateforme est auditable et certifiée ISO 27001, ISO 9001 aussi sur la protection des données. Donc ça, c'est des éléments où là, on voit déjà le lien possible avec NIS 2, puisque on va pouvoir déjà extraire des rapports de cette console. Hein, en cas d'incident, on peut directement les envoyer au CCB. Et puis le fait que, vu la flexibilité de la plateforme, on va pouvoir créer certains workflows qui vont permettre à soutenir les politiques de la société. Bon, notre endpoint security, c'est un peu la base de tout, hein. Donc c'est protection contre les ransomware, bien sûr, où là on est très fort, avec un système aussi où on peut faire un rollback. Donc récupérer des fichiers qui ont été attaqués par un ransomware, c'est nouveau ça. Où on peut prévenir la violation des données. Il y a aussi tout ce qui est zero day, donc les attaques inconnues,
les attaques sans fichier, les attaques de menaces persistantes, l'espionnage dont on parlait. Tout ça est bien sûr compris dans le endpoint security, avec toujours ce threat intelligence derrière. Hein. Souvenez-vous de la carte avec les 13 centres de R&D. Tout ça est infusé, cette threat intelligence infuse tous les produits. Et puis on a aussi, et c'est peut-être surprenant pour certains, mais on a aussi tout un système de protection des devices mobiles, donc tablettes, iPhone, Android, qui est géré de façon centralisée dans la console. Ça, c'est aussi très utile pour les PME ou les villes et communes, puisque ça permet d'avoir tout dans une console et ne pas devoir acheter d'autres systèmes en plus, etc. Ça rend plus facile les choses. Et alors là-dedans, on a des choses classiques, hein, donc l'antivol, le contrôle des applications, gérer la sécurité en général de l'appareil contre les attaques, et tout ça dans une console unifiée. Alors, LiveGuard, ça c'est ce réseau, hein, donc de nouveau la carte, tous les devices, le milliard de devices protégés dans le monde envoient des données sur les dernières menaces, et ce réseau-là, on l'appelle le LiveGuard, c'est quelque chose, c'est une sorte d'entité vivante, c'est un sorte chez E7, ils appellent ça le supercomputing as a service, puisque sur le réseau de E7 et sur sur le parc des serveurs de E7, ils vont faire du sandboxing, par exemple. Donc, si quelque chose est détecté de suspect, un fichier ou quoi que ce soit, il va être envoyé dans le sandbox en ligne, il va être analysé, et puis s'il est OK, il est envoyé chez la personne, sinon il est arrêté. Donc ça, c'est déjà le cloud sandboxing, élément très important pour une protection efficace. Et aussi beaucoup de ce qu'on appelle les heuristiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'apprentissage machine qui existe déjà depuis 96 hein, chez E7. Maintenant, ça a évolué vers l'intelligence artificielle, mais on le fait déjà depuis longtemps par rapport à découvrir des patterns dans les comportements, par exemple, des choses comme ça. Hein. Donc, il y a des attaques maintenant qui se font même sans fichier de malware, mais juste par des comportements. Tout ça doit être détecté aussi. Le système, comme ou en concordance avec la philosophie du début des fondateurs des 7, le système doit être très rapide, doit être très léger sur l'impact doit être très léger sur le end user. Hein. Si un fichier est mis en sandbox, il doit revenir très vite, ou le feedback doit revenir très vite. Donc ça, c'est des choses qui, depuis l'antivirus, ça continue à être la même philosophie, mais adaptée au temps moderne, bien sûr. Alors, on avait déjà mentionné deux outils qui sont mentionnés dans le NIS 2. L'encryption. Alors vous allez me dire, mais encryption, on a déjà tout ce qu'il faut, on a BitLocker, etc. Oui, bien sûr. Mais ici, l'avantage de nouveau, c'est que c'est géré dans la console centralisée. Donc, si vous avez un parc de machines, de desktop, etc., eh bien, là, au lieu de dire à la personne, occupez-vous, mettez BitLocker dessus, etc., non, on peut gérer ça de façon centralisée dans la console, ce qui fait que, au niveau de la protection des données de la société, on a évidemment une force beaucoup plus forte ou une ampleur plus large par rapport à ça. Et puis le lien, comme on a dit, avec toutes les régulations, hein, donc RGPD, NIS 2, DORA, qui demandent le chiffrement explicitement dans le texte. Mail security, très important, ça reste très important. On voit que le mail reste dans notre télémétrie le vecteur de menace numéro 1. Hein, c'est là où rentrent la plupart des malwares et des problèmes.
campagne de phishing, bien sûr, tout ça, vol d'informations. Donc, le mail security reste quelque chose de très central et où ESET a évidemment une très large expérience, aussi depuis 30 ans. Donc, c'est notre propre research, c'est notre propre. ESET ne va pas acheter des bases de données à l'extérieur. C'est notre propre connaissance au niveau de anti-spam, anti-phishing, protection des serveurs hôtes, etc. Et puis aussi des analyses du cloud, hein, donc de Office 365 ou Google Workspace. Très important parce que on voit que il y a quand même beaucoup de menaces qui ne sont pas détectées chez les hyperscalers, chez Google, Microsoft, mais qui le sont par ESET. Alors, justement, on en parle, hein, donc ce système de protection cloud de ESET qui est compris dans les bundles, c'est aussi basé sur la même connaissance sur les spams, les phishing, etc., mais appliqué à des environnements cloud. Ça va regarder dans Exchange Online, dans SharePoint Online, donc des parties d'Office 365, dans Teams, dans OneDrive, dans Google Drive, dans Gmail. Et là, aussi de façon centralisée, de nouveau, dans la console, on va pouvoir déployer très facilement cette couche additionnelle de protection sur les environnements cloud. On va pouvoir de nouveau créer de l'automatisation, créer des politiques. Donc là aussi le lien avec NIS2, bien sûr. On va pouvoir utiliser le sandboxing, donc la mise en quarantaine. Et puis on va pouvoir analyser par la suite les menaces. Et puis évidemment faire aussi le reporting là-dessus. Juste pour indiquer, donc ici vous voyez quelques chiffres sur l'année passée. Ça c'est le nombre de menaces qui n'ont pas été détectées par Microsoft ou Google, hein, que ces systèmes-là auraient fait passer ou auraient laissé passer et que ESET a détecté. Ici on parle quand même de 920 000 menaces par email détectées et arrêtées. 75 800 000 spams capturés, 110 000 autres menaces détectées, donc en SharePoint, Teams, Google Drive, OneDrive, et puis 813 000 emails de phishing bloqués. Donc là, je pense que c'est assez clair pourquoi on devrait utiliser ce genre d'outils. Un autre élément qui est mentionné directement dans le texte du NIS2, c'est le Secure Authentication, donc l'authentification multifacteur, hein, qui est aussi, de nouveau, géré de façon centralisée dans la console. Donc ça, je dirais, c'est chaque fois le grand avantage, surtout pour des sociétés de taille moyenne ou des PME ou des villes et communes, d'avoir vraiment cet endroit centralisé où on va pouvoir gérer quasiment le tout de son parc informatique et de façon toujours dans la même philosophie de l'ergonomie et de la simplicité. Donc ici, déploiement, hein, comme le chiffrement d'ailleurs, déploiement à distance, configuration, gestion, j'ai perdu ma clé, etc. Ok, on peut prendre ça en charge. Voilà, donc ça c'est évidemment l'avantage ici. Très important aussi, Vulnerability and Patch Management, donc gestion des vulnérabilités et du patching. Là aussi, c'est quelque chose dans le cadre du NIS2 très important. Il faut déjà connaître ces vulnérabilités et ensuite pouvoir les améliorer ou les mitiger ou les patcher. Donc ici, c'est un système, de nouveau dans la console, qui va de façon centralisée permettre de faire le scan de toutes ces applications, de toutes les applications qui sont utilisées dans la société, et puis de générer ou de patcher, donc ça veut dire faire des updates de certains logiciels basés sur ce qu'on appelle, c'est une liste CVE, où tous les vulnérabilités sont publiées de façon quotidienne sur des logiciels.
Ici, on parle ici aujourd'hui de plus de 900 logiciels qui sont compris là-dedans, donc les plus courants et moins courants. Et alors, on va pouvoir décider est-ce que je vais automatiser le patching ou pas, etc. Il y a plein de paramétrages qu'on peut mettre là-dedans. Est-ce que je vais appliquer le correctif pendant la nuit, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, géré de nouveau dans le E7 Protect et où le lien avec le NIS2 est assez clair par rapport à la résilience. Et cet Inspect, j'en avais déjà parlé au départ, mais c'est notre système de monitoring permanent. Donc en fait, il faut le voir comme un système de gestion des événements autour de la cybersécurité. C'est un sorte de Security Operations Center, SOC, hein, donc dont on entend beaucoup parler maintenant, SOC as a Service. Bien, c'est notre SOC as a Service, si on veut. Où là, en utilisant bien sûr le Threat Intelligence de haute qualité de E7, il y a un monitoring permanent qui se fait. Quand il y a une alerte, quand il y a quelque chose qui est détecté, on va pouvoir aussi appliquer directement des mesures de, par exemple, arrêter une application ou mettre une machine en quarantaine, etc. Évidemment très important dans le cadre d'un ransomware, hein, d'être très vite sur la besogne. Et puis, par la suite, il va y avoir un reporting. Et là, le lien, de nouveau, avec le NIS2 est super clair. Hein. Donc, ce reporting, on va pouvoir l'envoyer tel quel au CCB. Et ça va nous aider, évidemment, par la suite, à analyser pourquoi l'attaque a eu lieu et comment on peut l'éviter dans le futur. Le facteur différenciateur, parce qu'il y a plein de MDR maintenant, plein de EDR, XDR et autres, ici, le point fort, là où E7 excelle, c'est la vitesse de détection. C'est de nouveau dans la philosophie de E7, léger sur les systèmes, rapide, efficace. Alors ici, on a une moyenne de détection 20 minutes après l'incident. Si on regarde un SOC, donc un vrai SOC, hein, donc avec des cyber-experts et un système très très coûteux et compliqué, ben, par sa complexité, ça prend déjà beaucoup plus longtemps à détecter. Et puis si on n'a rien, ben là c'est catastrophe, hein, c'est 277 jours en moyenne pour détecter qu'on est hacké. Je parle pas de ransomware, je parle plutôt de persistent threats ici. Alors, et cet inspect, si on résume, c'est détection, visibilité sur menace et réponse. Donc, qu'est-ce que ça va regarder? Ben, tout ce qui est composantes actives, aussi des attaques sans fichier, donc des comportements. On va pouvoir analyser la cause du problème. On va voir s'il y a des mouvements latéraux dans notre réseau. Hein, c'est très commun. Quelles données sont affectées et quelles techniques sont utilisées, ce qui nous aide évidemment dans le futur à éviter ce genre de choses. Le système lui-même, je l'ai déjà dit, va bloquer une exécution, va isoler un ordinateur, va tuer un processus, va nettoyer un fichier. Tout ça paramétrable aussi, hein, selon les souhaits. Ici, vous le voyez, ça c'est des incidents qui ont été créés dans la console. Et alors, très intéressant, le service NDR au-dessus, hein, donc les experts de E7 qui vont donner l'analyse ensemble avec l'intelligence artificielle dans la console. Donc ici, on voit l'explication, il y a eu un incident, eh bien, il y a une analyse qui apparaît dans la console, voilà, ceci s'est passé, ils ont fait ceci, cela, et vous pouvez faire ainsi de suite, etc. Donc, il y a aussi un élément qui s'appelle AI Advisor. C'est un sorte de chat GPT interne à E7 où on peut poser des questions sur les menaces, etc. Donc, ça devient un outil assez puissant pour se protéger, pour augmenter sa résilience. Alors, pour terminer, donc on a vu déjà en quoi consiste le NIS2. Ensuite, j'ai fait un aperçu rapide des produits E7 de toute la gamme. Et on a fait déjà quelques liens avec le NIS2. Donc, gestion des vulnérabilités correctives. C'est inscrit dans le NIS2. Il faut connaître ces vulnérabilités. Il faut avoir une politique sur les vulnérabilités. Chasse proactive et gestion proactive des menaces 24/24. Ça, c'est le EDR en combinaison avec le MDR.
Ça aussi, par rapport à augmenter la résilience et avoir conscience de ce qui se passe au niveau des cybermenaces, très important dans le cadre du NIS 2. Le niveau de notre threat intelligence, qui va permettre à rendre résilients les sociétés, à répondre aux dernières menaces qui sont apparues. Ensuite, le reporting, bien sûr, le fait qu'on peut envoyer les rapports au CCB, et puis aussi l'analyse qu'on peut faire par la suite pour améliorer nos politiques, pour améliorer nos workflows par la suite et pour éviter ce genre de problème dans le futur. Approche flexible sur les dashboards, sur les tableaux de bord, qui permet donc de implémenter des workflows. Donc, on a défini notre politique de gouvernance, et de incidents, etc. Ben ça, on va pouvoir le refléter jusqu'à une certaine hauteur dans les workflows de la plateforme. Et puis, finalement, les deux services clairement écrits dans le texte du NIS 2, le cryptage et le 2FA, qui sont compris dans le package de E7. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant, hein, sinon vous pouvez les poser dans le Q&A. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose, une remarque, une question, par la suite, contactez sales@mgk.lu ou votre personne de contact. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt alors. Au revoir.